Nous avons vu qu'un risque est évalué selon la fréquence d'exposition au danger des personnes et la gravité des lésions quand le risque se matérialise. Pour définir les mesures qui permettent d'accroître la sécurité des employés, il nous faut nous intéresser à deux autres caractéristiques essentielles du risque, ses causes et ses conséquences. En effet, si les causes sont parfaitement identifiées, on pourra chercher à les supprimer ou à les réduire en mettant en place des mesures de prévention. L'objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour éliminer le danger avant que le risque ne survienne. On pourra également remettre en cause le temps d'exposition des opérateurs. Lorsque l'on ne peut pas agir sur les causes, le risque subsiste. On sait alors que la probabilité de réalisation du risque n'est pas nulle. Dans ce cas, il faut chercher à limiter au maximum les conséquences prévisibles pour l'opérateur. Pour cela, on met en œuvre des mesures dites de protection du salarié. Mais comment décider des mesures à choisir entre prévention et protection ? Il est bien évident qu'il faut commencer par réfléchir aux mesures de prévention. Ensuite, envisager des mesures de protection. Et dans la protection, il faudra donner la priorité aux mesures de protection collective. Ce n'est qu'en dernier ressort qu'on fera appel à des mesures de protection individuelle. Les EPI, pour équipements de protection individuelle, tels que le casque, le masque respiratoire, les chaussures de sécurité ou encore le harnais, sont souvent inconfortables pendant le travail. Ils ne doivent pas se substituer à des moyens de protection collective. Néanmoins, il arrive fréquemment que ces EPI soient le seul rempart possible face au danger. Prenons l'exemple du risque d'ensevelissement dans un silo. Une des causes est le déchargement d'un camion-benne. Cette benne ne peut pas être supprimée. En revanche, le chef d'exploitation peut installer une rambarde de sécurité infranchissable qui empêche tous les opérateurs d'approcher des bords du silo. Cette rambarde pourra être doublonnée par la pose d'une alarme détecteur de présence dans une zone de danger définie. Cette protection collective sera plus efficace qu'une protection individuelle type harnais qui non seulement peut entraver les mouvements de l'opérateur, mais qui sera surtout probablement laissée de côté par manque de temps ou par inconscience du danger. Enfin, on attend du salarié qu'il s'engage à appliquer les mesures de prévention et de protection, même s'il se trouve en période de forte activité. Pour cela, il faut qu'elles aient du sens pour lui. L'idéal, c'est que les mesures mises en place soient proposées par les employés eux-mêmes parce qu'ils connaissent parfaitement le travail réel, puis soient discutées avec le manager de proximité. Cet échange redonne de l'autonomie au salarié pour qu'il gère sa sécurité dans un environnement donné. De cette façon, on évitera le piège de procédures impersonnelles et inefficaces qui viennent du haut de l'organisation et s'appuient seulement sur le travail prescrit. On accroît ainsi le niveau de conscience des risques et on développe la capacité d'initiative du salarié, par exemple si l'environnement de travail subissait un changement inattendu. Cette capacité d'adaptation suppose de diffuser des mesures d'information sur les risques professionnels et de former les salariés à la gestion des risques. La formation peut être renforcée utilement par des visites de managers sur le terrain et par des points sécurité réguliers avec les chefs d'équipe. Il s'agit de donner à chacun la capacité d'identifier les risques, de les évaluer et d'agir en conséquence. L'objectif pour les agents étant de savoir adopter de façon naturelle le comportement qui les mettra en sécurité.